Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Au-delà des tatamis, un podcast présenté par la VLB Team où l'on parlera du jiu-jitsu brésilien, des enfants et de l'impact social. Au fil de nos podcasts, on explorera l'impact profond que le sport peut avoir dans les communautés en offrant à nos plus jeunes des outils pour naviguer dans les défis de la vie. Alors si vous êtes prêts à découvrir comment la pratique du jiu-jitsu brésilien se transforme en une véritable force positive dans la vie des enfants, vous êtes au bon endroit. Préparez-vous pour des récits inspirants avec nos différents invités qui nous partageront leurs expériences, leurs secrets et surtout leurs passions. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, je suis vraiment enthousiaste du sujet qu'on va traiter puisqu'on va parler de la relation entraîneur-athlète qui est, quand on ne le sait pas, quand on n'a pas approché ce sujet, on ne se rend pas compte des implications. Parce que quand on parle de la relation entraîneur-athlète, on parle de psychologie, on parle de gestion des émotions, on parle de la relation humaine avec toute la complexité que ça implique. Donc, c'est un sujet extrêmement passionnant. Et en fait, dans le cadre d'une formation, j'ai rencontré donc notre invitée aujourd'hui, Sophie Barre. Donc, bonjour Sophie. Bonjour. Merci à toi de prendre le temps d'être avec nous pour nous parler donc de cette thèse. Tu es doctorante, donc tu as préparé une thèse en psychologie du sport sur la relation entraîneur-athlète, donc en lutte, mais on va voir que de toute façon, la lutte, c'est une discipline associée du jiu-jitsu et du grappling. Et quand tu nous as présenté vraiment parce que tu étais intervenante dans la formation sur la partie préparation mentale, pour ceux que ça intéresse, d'ailleurs, je peux vous renvoyer au premier podcast qu'on a fait avec Ibrahim Gary sur la préparation mentale. Mais donc, tu as mentionné que tu avais fait une thèse sur la relation entraîneur-athlète. Et là, directement, ça m'a interpellé parce que pour ceux qui nous écoutent, qui sont coachs, ou peut-être ceux qui nous écoutent, qui sont parents d'enfants qui pratiquent le sport assez intensément, on voit que la relation entre un entraîneur et un athlète, c'est quelque chose de très spécifique et qui ouvre beaucoup de portes. Et puis, tu t'en parleras beaucoup mieux que moi. Mais en tout cas, encore merci Sophie d'être avec nous. J'ai vraiment hâte qu'on commence et qu'on puisse partager aussi avec ceux qui nous écoutent tous ces sujets passionnants qui sont autour de cette relation entraîneur-athlète. Donc, tu es accompagnatrice de la performance, donc en préparation mentale. Et donc, tu as fait cette thèse-là, tu es doctorante, que tu vas soutenir à la fin de l'année. Oui. Donc, on te souhaite beaucoup de réussite. Merci. En tout cas, dans cette aventure. Et donc, tu as fait une thèse sur la relation entraîneur-athlète. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ta thèse, voire nous dire un petit peu ce qui t'a motivé et comment ça s'est déroulé? Alors déjà, merci pour l'invitation. C'est très gentil de cette invitation. Ce qui m'a motivé à faire cette thèse, c'est avec les stages que j'ai fait en préparation mentale quand je me suis formé avec mon master en STAPS, j'ai eu beaucoup d'opportunités d'accompagner des athlètes et j'ai pu me rendre compte de la place super importante qu'avaient les entraîneurs dans la vie des sportifs. Et moi, en ayant fait du sport depuis que je suis gamine, j'ai pu me rendre compte aussi de la place importante que ça pouvait avoir. Et on a plein de modèles dans les médias aussi, dans le sport de haut niveau, dans le sport professionnel, des relations entraîneur-athlète ultra connues et qui ont pu impacter fortement, positivement et ou négativement certains athlètes. Et donc, ça m'a toujours super intriguée et l'aspect relation humaine aussi qui est derrière me passionne énormément aussi. Et ça implique tellement de choses en fait, c'est pas juste... sur le papier, c'est relation entraîneur-athlète, mais ça couvre tellement de sujets que c'est super riche et c'est très complexe, mais c'est ça qui est très intéressant. C'est vraiment l'aspect humain en premier abord et comme on en discutait un petit peu en off, c'est une personne avec qui des fois on passe plus de temps qu'avec sa propre famille. C'est la personne, surtout au haut niveau, les athlètes, ils font 2 entraînements par jour, ils voient leur entraîneur, mais au quotidien, tous les jours, tu passes des heures et des heures ensemble. Donc forcément que cette relation-là, elle est ultra importante, mais au même titre que presque des fois un lien familial ou un lien amical ultra fort. Oui, tout à fait, c'est ça. On développe vraiment des relations qui vont au-delà de la simple pratique sportive. C'est ça. Il y a des relations humaines, il y a des histoires, il y a des expériences, il y a des partages émotionnels qui sont extraordinaires. Toi, tu es pratiquante de lutte. Et du coup, pour l'anecdote, pourquoi tu as choisi de faire donc ta thèse dans la lutte alors que tu n'étais pas pratiquante de lutte encore? Alors, je vais mettre un petit peu du coup de contexte. En fait, ma thèse, j'ai eu un financement pour faire une thèse. Comme beaucoup de thèses, ça s'appelle la thèse. C'est une bourse CIFRE que j'ai eue. Donc, c'était un financement sur 3 ans. Et en fait, c'est la Fédération française de lutte qui a financé en fait en partie ma thèse. Et donc, c'est pour ça que je me suis retrouvée dans ce milieu-là. Mais c'était pas du tout familière. Je connaissais pas ce milieu-là à la base. Tu faisais pas de lutte à la base? Pas du tout. Et je pensais pas me retrouver là un jour.
Mais je suis très content de l'expérience et d'avoir découvert ce beau sport olympique. Du coup, on peut préciser peut-être. On a deux qualifiés pour les Jeux. Et en fait, à force de voir les athlètes s'entraîner sur le tapis, parce que j'ai pas mal vu les équipes de France s'entraîner, ça m'a donné envie de comprendre un peu plus ce qui se passait là, de voir aussi un peu comment je pouvais le ressentir, parce qu'on parlait beaucoup que les termes, quand on est dans le milieu, on dit beaucoup faut sentir la lutte, c'est du ressenti, on parle beaucoup de cet aspect-là, et alors que moi, à l'extérieur, je me disais, mais pourquoi ils n'arrivent pas des fois à s'expliquer correctement les techniques ou des paramètres vraiment très précis. Et en fait, il y a un gros aspect c'est un sport de contact, c'est un sport de préhension. Donc, c'est tout cet aspect-là de ressenti et de tactile et de mouvement qui compte. Et c'était qu'en pratiquant que je pouvais m'en rendre compte par moi-même. Donc, ça m'a permis de comprendre un peu les choses différemment. J'avais un point de vue très extérieur et ça m'a permis de voir un petit peu plus à l'intérieur ce qui se passait. Et ça t'a donné envie de faire de la lutte. Aujourd'hui, tu pratiques la lutte, tu me disais, assez régulièrement maintenant. Tu as pris goût. Tu avais besoin de ça Est-ce que tu as le sentiment que tu as eu besoin de faire de la lutte pour mieux comprendre ton sujet, pour mieux comprendre la relation entraîneur-athlète? Est-ce que pour toi, c'était partie intégrante de ça? C'est-à-dire, tu ne pouvais pas comprendre la relation entraîneur-athlète si tu n'avais pas mis ta tenue, être sur un tatami, être avec un entraîneur. Est-ce que c'est quelque chose qui t'est passé par la tête? Je pense au début, je ne pensais pas du tout que j'en ferais vraiment, et c'était pas dans le plan à la base. Et cette naïveté que j'avais et que j'ai peut-être toujours un peu, je la trouve super riche aussi. Enfin, c'est super important, et c'était important dans ce milieu-là, surtout que c'est un tout petit milieu, c'est un sport pas très connu en France. Donc, avoir ce regard un peu neuf et extérieur et de pas comprendre les choses directement, je trouvais que ça pouvait être super porteur et super enrichissant. Donc, je suis content d'avoir pratiqué, mais c'était pas forcément prévu, et je pense que j'aurais pu faire sans. Mais maintenant, ça me permet de... moi-même, du coup, ça veut dire que je suis impliqué dans une certaine forme de relation entraîneur-athlète aussi. T'es sujet de ta thèse maintenant. Voilà, c'est ça. Donc, moi, après, dans une mesure un peu inférieure, j'ai pas du tout de niveau ou quoi que ce soit. Je pratique vraiment pour le plaisir. Mais voilà, ça me fait comprendre certaines choses, et ça me fait comprendre à quel point c'est compliqué, et que c'est beaucoup le ressenti dont il parlait, je le comprends. Et je comprends aussi pourquoi c'est compliqué des fois de mettre des mots, et je comprends aussi pourquoi du coup la place de la relation compte beaucoup, et aussi il y a la peur de la blessure qui entre forcément en jeu et qui impacte les relations humaines et le rapport aussi à ce sport-là. Ouais, ça on va y revenir, toutes les dimensions aussi sur la perte de poids, la perte de la blessure, les chocs émotionnels. Voilà. On va revenir sur tout ça. Pour redonner un peu le contexte à nos auditeurs qui nous écoutent, c'est que en fait, toi, tu as suivi des compétitrices et des compétiteurs dans le cadre des championnats de France, de l'équipe de France de lutte, c'est ça? Alors, ma thèse, elle se situe en deux parties. Il y a une première étude avec des relations entraîneur-athlète des équipes de France, mais là, c'était plutôt pour avoir leur point de vue sur les relations, comment ça fonctionne dans ce milieu-là. Et la deuxième partie, c'était vraiment sur le terrain, donc lors des championnats de France, comme tu l'as dit, mais avec des athlètes et des entraîneurs de clubs qui participaient du coup à ces championnats de France-là. Championnats de France. Ouais. Donc, c'était avec des compétiteurs. Voilà, oui. Pour remettre dans le compétiteur que tu es maintenant aussi, hein, du coup. Un petit peu, débutant. Donc, tu es vraiment sujet de ta thèse. Avec des compétiteurs, pour remettre le sujet de la thèse, donc on parle de compétition. Donc, relation entraîneur-athlète dans un cadre compétitif, c'est-à-dire avec des enjeux, avec des attentes, avec des déceptions, avec des réussites, avec des échecs, etc. et avec des sacrifices. Donc, on ne parle pas de relation entraîneur-athlète du cours du samedi après-midi où on a un coach, certes, qui accueille un public, mais sur lequel il y a beaucoup moins d'enjeux. Là, ta thèse, elle s'est concentrée. C'est pour ça qu'elle est aussi intéressante, c'est qu'elle se concentre sur plein d'autres aspects de la relation entraîneur-athlète. C'est ça, c'est vraiment un peu le point final, en fait. Enfin, surtout pour un public de compétiteurs, c'est tous jouent à la compétition, et surtout un championnat de France où, pour les niveaux clubs, c'est le point de l'année, c'est le moment de la saison, c'est l'objectif principal, donc il faut se qualifier forcément. Je voulais ajouter aussi que oui, cette relation-là, du coup, moi j'ai voulu étudier en compétition parce que pour comprendre vraiment comment ça se positionne, comment chacun fonctionne à ce moment-là. Mais c'est vrai qu'en fait, cette relation, elle se construit de toute façon en entraînement. Donc, forcément que même en pratique loisir, les gens, ils sont impliqués dans une relation entraîneur-athlète dans une certaine mesure, et il n'y a pas forcément les mêmes enjeux comme tu l'as dit. Mais par contre, on voit quand même qu'il y a... Dans ma première étude, justement, on voit cette place de l'entraînement et de tous ces jours passés ensemble, comme on l'a dit juste précédemment, qui construit tout ça. Et après, ça
comment on peut dire ? On peut faire un parallèle avec les athlètes qui pratiquent. C'est en fait, tu peux faire des centaines d'entraînements. C'est quand t'es en compétition que... On dit souvent que ça bouge pas 10 entraînements, un truc comme ça, une compétition. Et ben, c'est un peu pareil aussi pour la relation. C'est comme tu dis, il y a tellement d'émotions qui sont en jeu, il y a tellement d'enjeux, il y a tellement de préparation pour ça, que c'est le moment où tout est concentré et que c'est le plus intéressant à étudier. Le parallèle avec la compétition, je trouve qu'il est très pertinent parce que en compétition, tu mets en application ce que tu as travaillé pendant des mois et des mois. Exactement. À l'entraînement. Ouais. Et du coup, par contre, tout est amplifié. Tout est amplifié dans le cadre de la compétition. Ouais. Et bien, la relation entraîneur-athlète, comme tu disais, c'est tu construis une relation à l'entraînement, mais tout s'amplifie avec les enjeux de la compétition. Exactement. Et pendant la compétition. Ouais. Ouais. Et sans ces mois de préparation, sans ces heures et ces heures et ces heures de relations humaines qui se déroulent pendant les entraînements, eh bien, il n'y a pas de relation entraîneur-athlète, en fait. C'est ça. En fait, tu constitues un peu ta base, tu arrives à comprendre comment l'autre fonctionne, que ce soit l'entraîneur qui comprend son athlète, mais aussi l'athlète qui comprend son entraîneur. Ça va vraiment dans les deux sens. Et c'est aussi un des objets de ma thèse, c'est de vraiment voir ça à double sens. Pas juste relation de l'entraîneur, comment il se comporte par rapport à l'athlète. C'est vraiment les deux. C'est une interaction vraiment, vraiment, vraiment. Du coup, tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est déroulé cette thèse-là, très rapidement. Voilà, comment ça s'est passé cette thèse. Okay. Voilà. Bah, du coup, donc, comme je disais tout à l'heure, ça a été un financement qui a été mis en place. Et une fois que ça a été mis en place, ça veut dire qu'on a signé pour 3 ans de financement. Donc pendant 3 ans, j'étais à la fédération déjà pour travailler, pour écrire ma thèse, et puis voir les équipes de France, comment elles fonctionnaient. J'ai pu voir aussi dans certains clubs comment ça fonctionnait aussi. Différents types de compétitions. J'ai pas vu des compétitions de moi-même internationales ou européennes ou quoi que ce soit. Mais j'étais présente, voilà, j'ai pu voir comment fonctionnait la fédération, comment fonctionnait le système, du coup, du point de vue administratif, on va dire, organisationnel, vraiment, comme du point de vue de terrain. Donc, t'es allé sur le terrain, t'es allé dans les clubs ? Ouais, voilà, j'ai pu voir un petit peu tous ces aspects-là, donc et la naïveté que j'avais, du coup, à mon arrivée, m'a permis de vraiment réussir à voir tous les liens qui se faisaient, quels enjeux il y a à quels endroits, et donc de vraiment avoir conscience de tous ces éléments-là. Et les 3 ans permettent aussi de vraiment prendre le temps de comprendre comment ça fonctionne. J'aurais pas pu comprendre tout ça en moins de temps, je pense. 3 ans. Et ouais. Et aussi, 3 ans, ça te permet de te faire un peu plus accepter au fur et à mesure. Les gens étaient plus familiers, ils savaient que je faisais mon doctorat, donc au fur et à mesure, au début un peu de réticence, à la fin, on comprend un peu mieux ce que je fais là, en gros, on va dire. Et donc, du coup, voilà, pendant ces 3 ans, j'ai mis en place mes 2 études. Là, mon financement est fini, mais je suis en train de finir d'écrire ma thèse, du coup. Mais à la fin, le but, c'est qu'il y ait quand même un retour sur le terrain. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et c'est pour ça aussi que j'ai voulu faire une thèse. C'est pour que la science ne soit pas quelque chose d'éloigné, que les gens prennent ça comme quelque chose d'inaccessible. C'est vraiment quelque chose qui leur sert. Ma thèse, elle s'est basée sur le terrain, sur ce qui se passe. Et c'est pour vraiment que ça revienne au terrain, pour que les acteurs de terrain, entraîneurs comme athlètes, ils comprennent ce qui se passe, ils comprennent comment ça fonctionne, qu'ils aient un peu un autre point de vue, parce que leur ressenti, il est ultra légitime, mais le comprendre sous un autre angle peut être super intéressant aussi et super riche. Et le but, c'était de leur montrer que la science peut leur apporter des choses concrètes et qu'à la fin, ils puissent améliorer leur relation et donc leur performance à la fin. Donc, toi, pendant 3 ans, tu t'es baladé à la Fédé, dans les clubs, avec ton petit calepin, tu regardais, tu observais, tu découvrais. Ouais. Tu découvrais un peu tout ça. Ouais. Et puis, à la fin de ta thèse, c'est quelles conclusions on tire, quels sont les constats et qu'est-ce qu'on en tire. Et ça, on va rentrer dedans plus en détail au fil du podcast. Mais du coup, quand tu dis ça, je me pose une question. Parce que toi, tu as découvert ça aussi sur le terrain, ne faisant pas de lutte d'ailleurs au départ. Ouais. Donc, tu découvres vraiment tout un univers. Tu découvres des individus, des coachs, des athlètes, aussi nombreux soient-ils. Et du coup, est-ce que toi, tu penses qu'il y a des coachs qui ne sont pas conscients de l'implication de la relation athlète-entraîneur ? Je pense que oui. D'autant plus dans les plus bas niveaux, et ce qui est normal, hein, franchement, c'est pas du tout une critique. Mais je pense que les formations qu'ont les gens et les années d'expérience qu'ont les gens, forcément, les aident à avoir encore plus conscience de ça. C'est qu'en faisant que tu peux te rendre compte de ce que tu fais bien ou pas, de l'impact que tu peux avoir. Et après, je pense aussi que c'est quelque chose de très difficile parce que toute ta carrière en tant qu'entraîneur, je pense que tu es confronté à tellement d'athlètes différents, tellement de profils différents, que c'est pas évident, même si tu as de l'expérience et tout, bah, tu as toujours des contraintes qui se mettent en place, des problématiques, et tu vas essayer de découdre tout ça, de comprendre comment tu peux vraiment agir. Mais donc, je pense que quand même, il y a toujours une petite conscience de
Un coach, il n'existe pas sans athlète. Un entraîneur n'existe pas sans athlète. C'est vraiment la définition même de son activité. Donc, je pense quand même qu'ils ont conscience, dans une certaine mesure. Je pense que par contre, des fois, ça s'arrête un peu trop à l'aspect technique et ça va pas assez sur l'aspect psychologique que ça implique l'activité ou même relation humaine. Ce que j'allais dire, c'est un athlète, c'est pas un produit en fait. Voilà. C'est un être humain. C'est ça. Donc, des fois, on l'oublie un peu. Voilà, donc, il y a toute la partie psychologique, émotionnelle, les problèmes personnels, etc., qui sont là en fait. Ouais. Même si on n'est pas là pour ça, on y est confronté. C'est ça. Ouais. Dans ta pratique, et voilà, ce qui est en dehors aussi joue. Tu es un être humain, donc tu as plein de choses qui t'arrivent dessus et que tu dois gérer. Et au sein même de ton sport, comme dans ta vie perso, que tu essayes de gérer aussi. On va rentrer dans tout ça. C'est passionnant en tout cas. Alors, quand tu as approché ta thèse, est-ce qu'il y a des chercheurs, est-ce qu'il y a des théories qui t'ont précédé là-dedans? Sur quoi tu t'es appuyé pour construire justement ton analyse? Alors moi, je m'appuie sur 2 grandes théories. Donc, il y a le modèle des relations entraîneur-athlète de Jowett et les compétences émotionnelles de Michalczak. Et il y a d'autres auteurs qui sont associés, mais c'est les 2 grands noms, on va dire. Tu veux peut-être que je définisse un petit peu Ouais, comme ça, moi déjà, je peux mieux comprendre. Et puis, nos auditeurs, ceux qui nous écoutent, et d'ailleurs, on vous remercie tous de nous suivre et de nous donner de la force et de continuer à écouter les podcasts. N'hésitez pas à partager. S'il y a des éléments dans le podcast qui vous éveillent des questions, posez-les. Envoyez-nous un mail. Vous pouvez les poser aussi sur Apple Podcast en commentaire. Et puis, on pourra en discuter avec Sophie et vous faire des retours. En tout cas, ouais, on veut bien que tu nous détailles un peu plus ça pour que nous, novices et débutants du sujet, on puisse mieux cerner un peu toute cette complexité. Ok. Donc en fait, les relations entraîneur-athlète, c'est une situation, donc ça soulève une dynamique où les pensées, sentiments et comportements de l'un affectent l'autre, on va dire. C'est une relation vraiment de cause à effet. Donc ça veut dire que le modèle que moi j'utilise, ça s'appelle le modèle des 3C plus 1C. Ça veut dire qu'il y a en gros, la qualité de la relation entraîneur-athlète dépend de 3 grands facteurs: la proximité, l'engagement et la complémentarité. La proximité, l'engagement et la complémentarité. Ouais. Donc en fait, ça veut dire qu'il y a 3 dimensions de la relation qui permettent sa qualité, on va dire. Donc la proximité, on associe ça à une dimension affective. Donc c'est la relation intime, entre guillemets, humaine. C'est se sentir proche de quelqu'un, c'est la confiance qu'il y a entre les 2 personnes. L'engagement, ça va être la dimension, ça va être les pensées, tout ce qui est cognitif. Ça veut dire ce que je mets en place pour que la relation dure le plus longtemps possible, les objectifs qu'on se fixe ensemble, des choses comme ça. Et à la fin, donc la complémentarité, ça va être la dimension comportementale. Ça veut dire qu'est-ce que je mets en place, comment chacun agit pour la relation, pour qu'elle soit de bonne qualité, pour qu'elle soit performante, comment on coopère sur le terrain pour que ça fonctionne et pour atteindre les objectifs qu'on a fixés. Alors, est-ce que là, concrètement, tu peux nous donner des petits exemples, par exemple, sur les 3 premiers C? C'est-à-dire, on a dit complémentarité, il y avait la partie cognitif et affectif. Ouais, ça. Proximité, engagement et complémentarité. Proximité, engagement et complémentarité. Du coup, ça se traduit par quoi concrètement? Enfin, des exemples simples entre un athlète et son coach. L'affectif, c'est peut-être les bons sentiments qui peuvent naître entre un coach et son athlète. Ouais, voilà, c'est ça en fait. La proximité, c'est vraiment limite la base de la relation. C'est vraiment ce qui fait que tu te sens presque émotionnellement proche de ton entraîneur ou de ton athlète. Ça va être le fait que vous ayez une relation peut-être presque amicale ou que chacun fasse attention à l'autre, peut-être qu'on se fasse du souci pour l'autre. C'est vraiment des exemples que je donne. Hein, c'est pas. Ouais. La proximité, ça va se traduire dans le fait de prendre des nouvelles, par exemple, de la personne en face. Est-ce que je prends des nouvelles sur le tatami, du coup, au JB ou en dehors? Ça va être, est-ce que je m'intéresse à est-ce que ça va? Comment ta famille, ça va? À la personne en tant qu'individu, presque. Pour ce qui est de l'engagement, ça va être donc la dimension cognitive, c'est tout l'aspect pensée, voilà. Pensée, sentiment, comportement. Ça va être les pensées qu'on va avoir. Ça va être... le gros de la définition, c'est comment on fait pour que la relation dure le plus longtemps possible? Comment on fait pour la maintenir? Quelles stratégies peuvent être adoptées pour ça? L'engagement, ça va être d'être présent pour l'autre, que ce soit dans la victoire comme dans l'échec. Ça va être de vraiment l'accompagner quand il vit des choses peut-être difficiles. Dans tous les sports confondus, être un bon coach, être un super technicien, ça suffit pas. Ça, non. Non, à mes yeux, non, en tout cas. Et surtout, vu que je suis dans le champ de la psychologie du sport, je peux pas te dire effectivement que ça dépend que de la technique. Tu peux être un très bon technicien, mais si ton athlète, il
il percute pas, ou si vous n'avez pas le même fonctionnement initial, ça va être super compliqué de lui transmettre les bonnes techniques. Il faut essayer de comprendre comment en face il fonctionne, comment fonctionne presque son cerveau, quoi. Comment il apprend de la meilleure des manières, qu'est-ce qui est important pour lui, à quel moment ce sera plus opportun d'apprendre telle ou telle chose. Donc tu as cette façon, dans tous les cas, cette dimension relationnelle qui entre en jeu très clairement. Si tu veux être efficace, en tout cas. Tu peux après donner de la technique pour donner la technique, et ça rentre pas, tant pis, quoi. Ouais. Et donc 3C et 1C? Oui, et le 1C, ça veut dire que c'est la co-orientation. La co-orientation, c'est quand... après, c'est plutôt dans les questionnaires qu'on emploie pour mesurer. Ça va être le fait de prendre en compte comment l'athlète ou l'entraîneur se perçoit. Je me vois comme ci, je me vois comme ça par rapport à l'autre. Et on va le croiser avec qu'est-ce que je pense que mon entraîneur pense de moi, qu'est-ce que je pense que mon athlète pense de moi. Et en faisant un croisement de ces différentes catégories, on va dire, tu peux voir si la relation, du coup, il y a vraiment une réciproque, s'ils voient vraiment les choses de la même manière ou pas. Si c'est le cas, la relation est, on va dire, de bonne qualité. Si ça ne l'est pas, ça veut dire qu'elle est de moins bonne qualité. Ah, d'accord. Le dernier C, du coup, c'est plus un outil qui permet de vérifier si les 3 premiers C, ils fonctionnent bien. C'est ça, en fait, il se base sur les 3 premiers C, mais il y a ce double regard. Il y a le regard de direct comment je vois mon entraîneur, ou comment je pense que mon entraîneur me voit, et on voit si ça match avec ce que l'entraîneur nous dit en face. En gros. Ouais, je pense vraiment que s'il y a des coachs qui nous écoutent, ça leur éveille beaucoup, beaucoup de choses. Ouais. Parce que des fois, la perception qu'on pense que notre élève a de nous, ou que nous, on a de lui, et que lui, il pense qu'on n'est pas content, ou que... voilà, c'est très pertinent, en fait. C'est ça. C'est très pertinent. Et la deuxième référence, la deuxième source que tu as évoquée? Ouais, c'est les compétences émotionnelles. Donc, moi, il y a eu différentes évolutions de cette théorie, mais en gros, moi, celle que j'utilise, c'est celle de Nicolas Jack. Je prononce peut-être mal le nom de famille. Et en fait, donc, les compétences émotionnelles, c'est le fait d'identifier, comprendre, utiliser, gérer et exprimer tes propres émotions et celles de l'autre. Donc, ça va être, j'identifie mes émotions, mais je vais aussi identifier celles de mon entraîneur ou celles de mon athlète. Je vais gérer les émotions de mon athlète, peut-être, s'il est un peu trop stressé avant une compète, ou s'il a un peu trop de colère, ou si moi je perçois du doute, il faut que je gère mes propres émotions pour pas contaminer l'athlète. Il y a aussi cette notion de contagion émotionnelle un petit peu, de ce qu'on ressent, ça peut contaminer l'autre, c'est exactement le terme, et du coup il faut faire attention à ça et en avoir conscience pour l'utiliser de manière la plus efficace pour la performance. Dans la vie de tous les jours, c'est tu me communiques ton stress là. En gros, ouais, c'est ça. Si on parle sur la thématique du stress, mais sinon, les compétences émotionnelles, elles sont forcément, du coup, par définition, très liées aux relations entraîneur-athlète. C'est vraiment ce qui fait que moi, je trouve en tout cas que tu as une connexion avec l'autre. Ça veut dire que si tu arrives à identifier ses émotions, à les comprendre, ça veut dire identifier pourquoi la personne, elle ressent cette émotion et qu'est-ce que ça va induire si elle ressent cette émotion-là. La gestion, c'est un peu le truc le plus phare dans ce modèle-là, parce que la gestion des émotions, c'est forcément ultra important, notamment dans le sport. Et on voit que c'est une très grosse place aussi dans la relation entraîneur-athlète. Et si vraiment je vulgarise à fond, limite, l'entraîneur sert qu'à ça. Avec des gros guillemets, bien sûr. Ouais, mais c'est un des principaux rôles qu'il a presque, c'est gérer les émotions de son athlète pour l'aider à performer, quoi. Parce que comme tu as dit, en compétition, notamment, les émotions, elles sont décuplées fois 1000. Et donc, la compétence émotionnelle. Alors, donc, la compétence émotionnelle, c'est un vrai concept dans ta thèse que tu utilises souvent, que tu cites. La compétence émotionnelle, c'est quoi cette compétence en fait? C'est de réussir à lire les émotions et à y répondre de la bonne manière, ou bien de bien lire nos propres émotions de manière à ne pas les retransmettre et les recommuniquer à notre athlète. C'est la compétence émotionnelle. C'est quoi la compétence émotionnelle? En fait, du coup, il y en a 5. Du coup, dans la définition que j'ai donnée, tu as identifier, comprendre, utiliser, gérer, exprimer mes propres émotions. Déjà. En fait, tu as la version interpersonnelle, donc intrapersonnelle, donc propre à moi-même. Comment j'identifie les émotions, comment je les exprime, comment je les gère. Et tu as la version interpersonnelle, où là, c'est par rapport à l'autre. Comment est-ce que j'arrive à identifier les émotions de l'autre? Est-ce que j'arrive à les comprendre, ces émotions? Est-ce que je lui permets de les exprimer? Donc voilà, c'est cette réciproque-là qui existe dans ce modèle. Et les compétences, du coup, ça va être les 5 verbes, en gros, que j'ai dit. Chaque verbe est une compétence. D'accord. Et les compétences, le terme est très important parce que ça veut dire que c'est quelque chose qui peut se développer. C'est quelque chose qui peut s'apprendre. C'est pas quelque chose d'inné ou d'acquis. On a forcément tous une base, mais c'est encore un autre grand débat. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui peut s'apprendre. Il y a des formations. On peut se former aux compétences émotionnelles. Il y a plein d'articles scientifiques qui en parlent. Et je pense que c'est pour ça, en tout cas, que j'ai voulu travailler là-dessus pour faire un lien avec ce que tu avais dit tout à l'heure. C'est que
ce que du coup ma thèse fait, c'est qu'elle elle va dans ce petit manque de la littérature scientifique. Il n'y a pas encore eu de travail fait sur le lien entre les relations entraîneur-athlète et les compétences émotionnelles. Ça a commencé, on sait qu'il y a besoin d'études là-dessus, on voit qu'il y a des liens qui se font naturellement, mais en soi, les deux concepts n'ont pas directement été rapprochés. Du coup, comme on dit, ce gap, cet écart dans la littérature que moi, je viens remplir avec mon travail de thèse. C'est vrai que parce que d'un point de vue très brut, hein, comme on le disait au début, c'est un entraîneur, pour nous, c'est un technicien. C'est quelqu'un qui vient donner des techniques. Ouais. Et du coup, au fur et à mesure aussi d'avoir des retours de sportifs de haut niveau, on en parlait tout à l'heure, notamment sur la prépa mentale, avec des exemples comme Teddy Riner, qui vont complètement démocratiser le fait qu'ils ont besoin d'un psychologue, d'une préparation mentale et d'avoir cette présence avec lui, etc. Ça a ouvert plein de portes, en fait, dans l'enrichissement de ce rôle de coach. Et surtout, comme pour la préparation mentale, le lien qu'il y a entre la performance et ce que tu appelles donc, dans la thèse l'intelligence émotionnelle. Voilà, on peut rapprocher les deux termes. L'intelligence émotionnelle, c'est, on va dire, si on vulgarise beaucoup, c'est comme les compétences émotionnelles. D'accord. Les termes on peut les assimiler. D'accord, donc une meilleure compétence ou des meilleures compétences émotionnelles permettront de meilleures performances. Alors, c'est ce que moi j'avance en tout cas dans mon travail. Toute personne qui soit coach ou a été coachée, ça fait sens pour lui il ne peut que valider ça, je pense en tout cas, parce que on sait que on peut avoir un très bon coach. Comme on dit, il y a des gens qui sont des très grands champions qui ne sont pas faits pour être coach. Il y a des gens qui sont peut-être pas des grands champions, mais qui sont de très bons coachs. C'est quoi la différence? C'est cette relation humaine qu'il y a entre un athlète et son coach, son entraîneur, même à un niveau moindre que des athlètes qui font des compétitions nationales. Hein. Dans un simple club de quartier, la présence, la compétence émotionnelle, même si c'est sûrement d'ailleurs fait de façon très, très inconsciente, mais cette compétence émotionnelle, quand on accueille un enfant, quand on le fait monter sur tatami, quand on voit s'il va bien, s'il va pas bien, tout ça, c'est de l'intelligence émotionnelle. C'est ça. Et c'est ça qui fait que les enfants, ils aiment venir ou ils aiment pas venir au sport. C'est ça. Hein, on a combien d'enfants on a eu non, mais j'arrête parce que des parents qui nous disent non, il est dans un club, mais il veut plus y aller parce que voilà, il a pas aimé. C'est pas le sport qu'il a pas aimé. C'est l'accueil. C'est ça, c'est l'accueil, c'est l'ambiance, c'est la vision. Et sans critique, hein, c'est-à-dire que chaque enfant, il va se retrouver, ou chaque athlète, il va se retrouver dans ce qui lui correspond le mieux à lui. Ouais. Il n'y a pas de règle générale. Exactement. Et du coup, tu t'es intéressé à cette partie intelligence émotionnelle et performance. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu cette idée de partage émotionnel qui permet de réguler en fait, et d'informer entre les deux acteurs? C'est ça. En fait, l'émotion, c'est un peu comme un message. On sent une émotion parce qu'on a perçu quelque chose dans notre environnement, on traite avec nos filtres personnels en tant qu'être humain, et du coup, ça nous fait ressentir une émotion. Donc, ça peut nous apporter de la joie, de la tristesse, de la colère, du dégoût, de la peur. Et en fait, du coup, ce partage émotionnel, il donne des informations. C'est un message, mais c'est aussi très, très, très riche. Si je ressens ces émotions-là, c'est qu'il se passe quelque chose. Ça n'arrive pas pour rien. Et ça me pousse aussi à agir dans une certaine direction. Ça veut dire qu'une émotion, ça peut te pousser à... Tu vois, par exemple, l'émotion de la colère ou de l'agressivité, ça va être d'aller vers l'avant et presque d'attaquer quelqu'un. C'est pour se défendre, c'est parce que des valeurs ont pu être touchées et que tu as besoin d'assurer ta sécurité ou ta survie. Ça dépend dans quel cadre on se situe. Et donc, ce partage d'émotions, il est important parce que du coup, si l'athlète ou l'entraîneur arrive à partager ses émotions à l'autre, et ben forcément, en ayant connaissance de ces émotions, là, je vois que mon athlète, il se sent comme ça. Donc, du coup, tu sais un peu plus comment tu peux agir. Tu sais que ces émotions-là, elles induisent une certaine vision, elles induisent certains paramètres, certaines pensées et certains comportements, du coup. Donc, du coup, tu sais que, il est dans cette émotion, donc qu'est-ce que je fais en conséquence? Ça veut dire qu'il va avoir tendance à faire ci, ça, ça. Donc, moi, comment je peux agir là-dessus? Soit pour le pousser à continuer, parce que peut-être c'est la bonne direction, ou peut-être pour réorienter dans une direction plus adaptée à la situation. Et donc, ce partage, en fait, voilà, c'est les informations liées à l'émotion. Ça va être pour soi-même, parce que se ressentir des émotions, ça t'informe aussi toi-même sur ton état. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Qu'est-ce que j'ai perçu? Qu'est-ce qui m'a touché? Et qu'est-ce que t'en fais? Et en le communiquant aussi à l'autre, ça lui permet de pouvoir gérer la situation. Donc, c'est pour ça que garder ses émotions pour soi n'est pas forcément une très bonne idée tout le temps. Ouais. Et ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure sur
les 3C, l'affectif, le cognitif, le comportemental, c'est ça qui permet, c'est en prenant conscience de ça, que ça permet donc aux acteurs, hein, soit à l'athlète, soit au coach, de partager ses émotions. Parce que s'il n'est pas conscient que ça fait partie de cette relation-là, eh bien, il va pas extérioriser tout ça. C'est ça. Et c'est parce qu'il y a ce partage émotionnel entre l'athlète et le coach que... et le coach, d'ailleurs, c'est une question, c'est la relation entraîneur-athlète, elle n'est pas unilatérale. C'est le coach envers l'athlète, mais l'athlète envers le coach aussi. Ça. Et s'il y a un déséquilibre, du coup, ça marche plus. Voilà. Et ça montre aussi que ce double sens, en fait, comme tu viens de le dire, ça montre aussi que l'entraîneur, il y a ses émotions à lui aussi qui entrent en jeu. Et en fait, c'est ça qui est intéressant dans les résultats que je soulève, c'est que l'athlète, il cherche à voir les émotions de son entraîneur. Donc, du coup, ça a tout intérêt aussi à... Les deux doivent travailler là-dessus, en fait, parce que l'entraîneur, il doit s'adapter aux émotions de l'athlète, les orienter, etc. Mais l'athlète, il cherche à voir comment il sent son entraîneur. Ah, est-ce qu'il est... Et notamment, c'est en gros, est-ce qu'il est fier de moi? Est-ce qu'il est content? Est-ce que je corresponds à ses attentes? Est-ce que j'ai bien respecté les consignes? Pareil, si je grossis le trait, bien sûr. Donc, c'est exactement comme tu le dis, ça va vraiment dans les deux sens. Et est-ce que toi, tu as constaté que, justement, je vais parler plutôt de ce sens-là, c'est-à-dire de l'athlète vers l'entraîneur, ce poids, vraiment, est-ce que tu as senti que c'était déterminant pour un athlète de bien comprendre son coach? Parce que des fois, les coachs, bon voilà, en compétition, en combat, on se laisse, si on est content, on est super content, si on est frustré, on est super frustré, et puis on va avoir tendance à extérioriser un peu trop, ou des fois, il y a des choses qu'on pourrait ne pas extérioriser. Est-ce que toi, tu as senti, au fil de ta thèse, que ça avait un réel impact sur le sportif, en fait? Alors, l'impact, je mesure pas directement, et moi, je vois en tout cas que c'est dans les actions des athlètes, ça guide beaucoup leurs actions. Et que ce soit avant, pendant ou après un match. Avant un match, une athlète, elle va ressentir du doute et en fait, elle va se dire, j'espère que mon coach, il va être fier de moi. Il y a toute ma famille dans les gradins, il faut absolument que je les rende fiers, que je fasse mon titre. Et t'en as d'autres où ça va être en match. L'athlète, il va attendre la validation de son entraîneur pour mettre une action en place. Parce que normalement, il se retient un petit peu de l'affaire, parce que bon, il y a tout un paramètre dans la lutte et culturelle où il y a certaines actions qui passent ou qui passent pas. Et là, en fait, il va attendre la validation, il va attendre le feu vert du coach parce que il a besoin de ce point de vue-là extérieur, on va dire. Donc, c'est voilà, toujours cette attente de est-ce qu'il est d'accord? Oui, non, ok, je fonce. Et que ce soit même après un match où j'ai un cas où l'athlète, il est déçu, il a perdu son match et la compétition est finie pour lui. Et du coup, il sort du tapis, il est déçu, il est triste, il parle pas et son coach, il est présent pour lui. Et en fait, l'état de l'athlète, on voit qu'il évolue petit à petit vers le mieux parce qu'il perçoit chez son entraîneur que tout va bien. L'entraîneur, il avait peur de décevoir son entraîneur, il avait peur de décevoir même d'autres personnes du club, encore plus si on agrandit un petit peu le zoom. Et en fait, en voyant l'attitude de son entraîneur, en voyant que son entraîneur, il est ultra conciliant et qui comprend et qui, même son entraîneur l'encourage, lui dit ta compétition elle s'est passée comme ça, il y a quand même beaucoup de choses positives, il n'y a pas de souci. On continue, on va se préparer encore mieux pour les prochaines échéances. Et de voir ça chez son entraîneur, l'athlète, ça le conforte et ça le réconforte plutôt même. Et ça lui permet d'être un peu moins dans cette déception-là, même s'il faut un peu le temps de digérer cette déception, mais ça lui permet de voir un petit peu plus loin, on va dire. Et ça, tu l'as bien mis en parallèle dans les documents, dans les rendus de ta thèse, avec un tableau dans lequel tu mettais en parallèle, en fait, vraiment la parole de l'entraîneur et le ressenti de l'athlète. C'est vraiment, je l'ai devant les yeux, là, c'est vraiment étonnant. Par exemple, donc l'entraîneur, il dit, je lui ai dit, écoute, c'est elle qui doit stresser, pas toi, justement, c'est elle qui doit avoir peur de toi, tu l'as battu 10-0, tu l'as battu 2 fois, là, c'est une finale, donc tu nous refais la même. Et l'athlète, elle te dit, donc, parce que tu as fait des entretiens croisés? Ouais, en fait, peut-être je détaillerai après, je sais pas si tu veux finir ou pas, mais... Vas-y. Okay. En fait, la méthode que j'ai employée pour du coup ces études de cas, c'est des entretiens d'explicitation. Donc, avec chaque entraîneur et chaque athlète, de manière individuelle, on est revenu sur un moment qui, pour eux, leur relation, elle a eu vraiment un impact ou elle a été impactée par la performance. Et donc, c'est eux qui ont choisi le moment. Et donc, dans le cas que tu as sous les yeux, c'est vraiment un des trucs les plus parlants où en fait l'entraîneur m'a parlé de quelque chose. Et dans l'entretien que j'ai fait avec l'athlète, elle m'a parlé de la même chose. Et là, on peut mettre les données du coup au regard l'une de l'autre et voir qu'en fait là, ça match. Des fois, ça matche pas. Des fois, ils ont des perceptions différentes. Mais dans ce cas-là, c'est vrai que c'est ultra parlant parce qu'il y a presque on voit qu'ils ont employé les mêmes termes. Mais clairement. Et que on voit que l'entraîneur, il a géré ses émotions. On voit qu'il a voulu en induire chez son athlète.
Et ça a marché. L'athlète, elle se sentait dans une certaine émotion, l'entraîneur l'avait bien identifié, mais elle identifie comment son entraîneur se sent. En fait, il est en train de mimer quelque chose presque, en fait, d'induire certaines informations pour faire croire. Et l'athlète y croit, et du coup, ça change son état à elle. Ça le régule. Voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est réguler, informer. C'est-à-dire exactement. Le fait qu'il ait partagé son émotion, ça a permis de déclencher ce trigger, quoi, ce petit levier de déclenchement chez l'athlète pour qu'il switch. Et que c'est ce qu'elle dit après dans la réponse. Elle dit, il m'a dit, c'est pas à toi d'avoir peur, c'est à elle, parce que tu l'as déjà battu il y a 3 semaines. Elle a dit, c'est ça qui m'a mis en condition. En gros, il m'a dit ce qu'il fallait me dire. Il a réussi à lire en moi que je doutais à ce moment-là. Et voilà, on voit là toute l'importance, parce que ça, on peut pas le faire si on connaît pas l'athlète personnellement. C'est ça. Et pareil, pour l'athlète, il le prendra pas de la même manière s'il connaît pas parfaitement son coach. Il connaît ses humeurs, il connaît sa tonalité de voix quand il est énervé, quand il est content, quand il essaye de rassurer ou quand il est sincère. Il y a tout ça qui joue. Et c'est ça la relation entraîneur-athlète, en fait. Et c'est ça qui est dur. On n'a pas conscience ça peut se travailler, mais après, là, dans ce cas-là qu'on vient de citer, la relation a une durée, une très grande importance. Enfin, ça fait des années et des années qui sont dans cette relation entraîneur-athlète, donc forcément, ça joue. Mais ouais, je suis d'accord avec toi qu'il faut avoir conscience que tout ce qu'on peut induire, en fait, chez l'autre, clairement. Et notamment par rapport à ça, tu développes aussi un autre aspect de la relation entraîneur-athlète, qui est la proximité ou la distance, la gestion de la proximité et de la distance. Ça m'a beaucoup interpellé quand on a parlé, parce que, tu l'as dit un peu au début, hein, mais la relation entraîneur-athlète, elle est aussi très intime, dans le sens où on va rentrer dans la vie privée des gens, et parfois même dans leur... tu auras les meilleurs mots que moi pour l'expliquer, mais dans leur espace vital, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, cette proximité-distance, on va dire que c'est un peu comme un continuum où tu places un curseur à un endroit, une grande proximité ou faible proximité, donc du coup distance. Elle se voit dans mon travail. Enfin, moi, ça m'a percuté parce que ça se voit au niveau relationnel, mais aussi au niveau physique. Parce que du coup, donc moi, je travaille sur la lutte et c'est un sport de contact. Donc moi, déjà, étant pas de ce milieu, ça m'a parlé direct. Quand je suis arrivé dans ce milieu-là, j'étais là, mais la dimension tactile ou de contact, ils se parlent, ils se touchent les bras tout le temps, quoi. Enfin, franchement, c'est... Et dans les relations entraîneur-athlète, ça se voit beaucoup. Et du coup, donc, ouais, voilà, on peut voir la traduction de cette proximité relationnelle par ces contacts, mais aussi par toutes les expériences qu'ils ont vécues aussi en amont contribuent à cette proximité. Et voilà, cette proximité, on voit que plus il y a une grande proximité, on va dire émotionnelle ou relationnelle, presque plus elle est visible aussi physiquement. Dans les relations, ouais. Ouais, c'est clair, mais je veux dire, je te tape la tête, je t'attrape la tête, je t'attrape par l'épaule, je te rassure un peu. Enfin, tout ça, les coachs, ils font ça inconsciemment, en fait. Ouais. Parce que, comme tu le dis, comme tu le montres dans la thèse, il y a une telle relation entre eux avant ça, qu'en fait, voilà, il n'y a pas de problème, en fait, à se tenir par la tête, à se prendre par le bras, etc. C'est devenu normal, mais c'est pas évident pour tout le monde. Ah bah ça, moi, franchement, c'est le premier truc que j'ai vu en arrivant. Et après, je pense aussi qu'il y a vachement un aspect culturel de ça. Les entraîneurs le font parce qu'on leur a fait aussi. Et en fait, c'est ultra commun et je pense qu'ils ne le questionnent même pas, alors que ça induit plein de choses et la dimension tactile transmet beaucoup de messages aussi. Tu peux transmettre des émotions par le toucher et suivant comment tu attrapes quelqu'un par le bras, dans l'intensité, dans la durée, il y a plein de paramètres qui traduisent en fait plein de messages. Et en fait, c'est carrément un canal de communication. On parle de communication verbale et non verbale. Dans le non verbal, il y a notamment, comme tu l'as dit tout à l'heure, l'intonation, c'est tout ce qui n'est pas directement les mots en fait. L'intonation, peut-être les silences même. Et justement, cette dimension corporelle et physique, et où tu vas avoir aussi l'aspect tactile qui va transmettre beaucoup de messages. Mais de toute façon, parce que bon, évidemment, quand on parle de tout ça, ça nous évoque plein de moments, mais je veux dire, un jeune athlète, un adolescent ou un enfant qui est dévasté par sa défaite, qui pleure, qui est malheureux, c'est difficile de le regarder dans les yeux sans le toucher en disant ça va aller, t'inquiète pas. Tu vois, c'est pas grave. Ouais. Forcément, ça implique viens, tu le prends, en général, il pleure, tu vas mettre sa tête contre ton épaule pour que voilà. La relation tactile, en fait, elle représente. Ouais, en fait, elle est là malgré tout, en fait. D'autant plus, je pense, chez un public jeune. Alors voilà, moi, c'était pas le cœur de ma thèse,
le public jeune ou les enfants, mais j'ai vu des travaux là-dessus où, en fait, du coup, logiquement, vu que si tu as des enfants en face de toi, bah, tu vas avoir davantage une attitude entre guillemets parentale et donc avoir un peu ce lien qui se fait là. Donc forcément, bah, un parent, tu vas faire attention, tu vas être plus protecteur, tu vas vouloir transmettre aussi par différents canaux parce que voilà, lui dire peut-être qu'il n'entendra pas, mais avoir une main sur l'épaule, ça peut lui rester. Il y en a, ils vont pas le calculer. Par contre, il y en a d'autres, s'ils sont sensibles à ça, bah, ils vont le capter direct et limite, ils vont avoir oublié ce que tu as dit. Par contre, bah, ils se sont dit, ouais, il a mis sa main sur mon épaule à ce moment-là, ça voulait dire qu'il voulait me rassurer et tout, donc il était présent. Ça montre ta présence en tant qu'entraîneur et c'est super important. Et je voulais ajouter aussi que... Pardon. Cette communication non-verbale. Ouais, cette communication non-verbale, elle est vraiment présente tout le temps. Et après, elle a différentes utilités. Alors, j'ai plus les termes exacts, mais en fait, notamment quand tu es proche des enfants, tu as d'abord la dimension de tactile pour la sécurité, pour protéger l'intégrité physique de la personne en face, pour transmettre ensuite des messages, féliciter, réconforter. Et le troisième, j'ai oublié. Je crois que c'est pour organiser. C'était pas le sujet de ta thèse. Ouais, voilà. Mais ça, on va dire c'est plus pour organiser l'espace. Tu vas déplacer surtout des enfants, tu vas les déplacer pour faire des groupes, des trucs comme ça. Ça va être plus dans cette visée-là. Et voilà, il y a des travaux qui ont été faits en EPS là-dessus qui sont super intéressants sur la dimension du toucher et qui montrent en fait. Enfin, il y en a beaucoup, mais on n'en prend pas conscience du tout, quoi. Ouais, c'est clair. Non, mais c'est pour ça que quand on en a parlé, moi, ça m'a tout de suite interpellé. J'ai dit, mais c'est vrai qu'en fait. La proximité entre un athlète et un entraîneur, c'est quelque chose de très spécifique, quoi. Enfin, on voit souvent les athlètes et les entraîneurs qui sont très proches. C'est ça. Parce que en prenant conscience de toute cette relation entraîneur-athlète, c'est simplement la concrétisation de tout ce qui s'est construit à côté. Ouais. C'est cette relation humaine, la charge émotionnelle, elle est extrêmement lourde. Ouais. Pour un athlète, pour un entraîneur, comme je te disais tout à l'heure, c'est quand t'as entraîné quelqu'un, que tu l'as emmené dans une aventure où il a sacrifié son temps, il a sacrifié son sommeil, il est venu s'entraîner après le travail ou après l'école, il a dépensé son argent, etc., et qu'à la fin, c'est une défaite, la charge émotionnelle, et même pour un entraîneur, j'ai fait partie de tout ça, je l'ai poussé dans ce projet-là, etc. Donc, la charge émotionnelle, elle est extrêmement lourde. Ouais. Et parce qu'il y a de la compassion, parce qu'il il peut y avoir des regrets, il peut y avoir de la remise en question, il faut qu'il y en ait. Ouais. C'est obligatoire. Mais en tout cas, c'est cette proximité-là, qu'elle soit physique ou qu'elle soit émotionnelle, elle est omniprésente dans la relation entraîneur-athlète. Ouais. C'est ça, et c'est, je pense, vraiment un des fondements de la qualité de la relation, du moins. Ouais. Comment, toi, ça s'est passé, cette thèse-là? C'est quoi l'effet marquant que tu retiens de cette expérience-là qui a duré 3 ans donc, Ouais. C'est pas évident de répondre à ça. Il y a eu tellement de choses. Vraiment, la prise en compte de la complexité de manière générale de tout le système, de tous les paramètres que ça englobe et de à quel point tout est lié. Et ce qui m'a marqué aussi, c'est beaucoup les enjeux qui sont très différents suivant les personnes. Tu vois, un athlète, il va avoir ses propres enjeux, l'entraîneur va avoir certains enjeux en lien avec le club a certains enjeux aussi, parce que la finalité, c'est la performance de l'athlète, mais en soi, t'as tout ce que le club met en place pour aussi. Et sans quoi, du coup, limite, il décide de mettre de l'argent, s'il décide de faire un certain déplacement, ça implique des choses, ça implique de l'humain, ça implique une organisation. Et en fait, tous ces paramètres-là, ils viennent impacter à la fin la performance et on n'en a pas forcément conscience. Sur le coup, tu dis, l'athlète, du coup, en lutte, il va faire son combat et à la fin, c'est terminé, il a gagné ou il a perdu. Mais non, mais c'est la fin de la chaîne, mais il y a eu tellement de maillons avant qui sont tous emmêlés et qui sont tous utiles ou qui ont leur intérêt en tout cas et qui ont leur impact qu'il faut prendre en compte. C'est un des trucs les plus importants qui m'a marqué. Après, peut-être tu parlais plus de mes résultats. Non, déjà ça, parce que toi, tu étais extérieur. Est-ce que tu étais complètement extérieur à la relation entraîneur-athlète avant de commencer ta thèse, ou est-ce que tu avais, dans d'autres sports, peut-être pas des sports de contact, déjà au moins conscience de ça, ou est-ce que tu l'as découvert au fil de ta thèse? Tu vois, cette interconnexion entre tous ces domaines de la vie, toutes c'est écosystémique en fait. Tu vois, il faut faire un voyage, donc je vais pas être avec ma famille, donc ceci, donc il faut dépenser de l'argent, donc il faut aller demander. Donc, tu vois, tout ça, est-ce que tu en étais déjà consciente ou est-ce que tu l'as vraiment découvert pendant ta thèse? Tu l'apprends de manière un peu théorique dans la formation que j'ai faite, parce que du coup, j'ai fait un master en entraînement, donc tu touches à tous ces paramètres-là de la performance. Mais forcément, quand tu les vois sur le terrain, c'est différent. C'est vraiment appliqué, c'est vraiment concret.
Après, moi, j'étais impliquée dans des relations entraîneur-athlète, mais quand j'étais plus jeune, parce que j'ai un peu fait moins de clubs pendant une certaine période. Donc, je n'ai pas forcément beaucoup de souvenirs de ça. Ou après, quand c'est directement toi, tu l'analyses peut-être pas aussi facilement. Puis, j'avais pas le même bagage non plus à cette époque-là. Donc, c'est un peu dur de l'exprimer. Mais je pense aujourd'hui, et du coup, limite peut-être même plus aujourd'hui, maintenant que je pratique aussi la lutte en club, là, par contre, j'en ai encore plus conscience et après, limite, peut-être, faudrait que j'analyse un peu moins les choses à certains moments, mais des fois, on me dit que je réfléchis un peu trop et il faut que je me laisse, faut que je fasse un peu plus, que je sois un peu plus dans l'action. Ouais, le coach, il te parle, alors ça, c'est quel c'est, où est-ce qu'il veut m'emmener? Presque. Et si vraiment il y avait un fait ou un événement qui t'a profondément marqué pendant cette thèse-là, parce que j'imagine que être témoin de tout ça, parce que voilà, en tant que coach, on sait ce que ça implique. Tout. Est-ce qu'il y a un fait ou un événement qui t'a profondément marqué que pendant ce témoignage que tu as eu en fait de ces relations entraîneur-athlète? Ce qui me marque, c'est qu'en fait, les gens, quand tu les amènes sur un sujet, ils arrivent à parler, mais il y a des questions qui ne sont jamais posées. Et du coup, c'est super intéressant sans forcément faire un gros travail, mais déjà juste poser des questions, mais même parfois, moi, qui me paraissent banales, eux, c'est pas banal du tout de parler de sa performance, de parler de l'aspect mental, de l'aspect relationnel. Je pense qu'il y a très peu d'athlètes qui peuvent dire qu'ils ont déjà discuté de leur relation en soi avec leur entraîneur. Tu parles jamais de ta relation, tu parles de concrètement, telle technique, je l'ai réussi, telle technique, je l'ai pas réussi. À la rigueur, tu parles un peu du stress parce que c'est ultra connu de stresser avant une compétition, mais t'en viens jamais à dire comment on a fonctionné à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé, ce que j'ai fait, comment tu l'as perçu. Et je pense que j'étais content de voir qu'ils arrivaient à prendre du recul, enfin en tout cas à analyser certains moments qu'on a réussi à un peu décortiquer. Et je pense que un des trucs les plus importants maintenant à faire, c'est qu'il faut se mettre à en discuter de ça, parce que ça compte le jour J de comment on se comporte avec l'autre et quels impacts ça a. C'est important d'avoir un moment avec son athlète, de discuter en compétition de quoi tu as besoin, à quel moment. Pas tout prévoir. Et l'adaptabilité, c'est vraiment une des caractéristiques premières de l'entraîneur. Mais je pense que déjà, avoir certaines clés pour savoir comment l'autre fonctionne, de quoi il a vraiment besoin, c'est super important. Parce qu'un des résultats dans ma thèse aussi qui est soulevé, c'est qu'il faut faire attention aux habitudes et aux routines. Ça, c'est normal que ça existe, parce qu'avec les années de pratique et les années de relation, c'est normal que tu aies un fonctionnement habituel. Mais justement, il faut s'en méfier aussi, parce qu'il y a des situations, en fait, tu peux penser que l'autre personne elle a besoin de telle ou telle chose, ou tu dis, ouais, c'est pas grave, alors qu'en fait, la personne, elle n'était pas du tout dans le même état d'esprit, et elle aurait eu besoin que tu sois peut-être plus présent, ou que tu fasses telle action ou telle action. Donc ouais, se méfier des habitudes, et la communication dit toujours que c'est la clé. Et oui, c'est banal de dire ça, mais je pense vraiment que c'est important, au moins déjà de commencer à se questionner, de commencer à discuter rien que sur des débriefs de compétition ou des débriefs d'entraînement. Qu'est-ce que tu as pensé de ça? Qu'est-ce qui a bien fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas bien fonctionné? Tu aurais eu besoin de quoi à ce moment-là? Déjà, c'est des premières questions qui sont ultra pertinentes, et je pense que c'est un des gros, ouais, pas résultat, mais une des grosses perspectives, on va dire, de ma thèse, et qui peuvent être vraiment utiles pour le terrain, c'est ça, c'est de soulever des questionnements. Et comme dans la vie, en fait, on voit que nos relations avec les gens qui nous entourent, que ce soit nos époux, nos épouses, nos voisins, nos collègues de travail, des fois, avec l'habitude, avec la redondance, eh bien, on laisse passer des choses, on autorise certaines choses, etc., sur lesquelles on aurait fait beaucoup plus attention au début de la relation, en fait. Notamment, tu as fait un super mind map, franchement, de ta thèse. Là, moi, j'aime bien les mind maps. Là, c'est un mind map level super haut, avec vraiment beaucoup de choses. Et dedans, par exemple, tu identifies ce qui est, par exemple, de la question de la perte de poids, des régimes, qui est voilà, quelque chose qui peut être parce que ça touche à beaucoup de choses. On en a parlé notamment avec Antoine de Lift It dans un précédent podcast. Il y a aussi l'aspect émotionnel, en fait, de la perte de poids. Donc, du coup, toi, ça s'est aussi ressorti, cette relation entraîneur-athlète, dans la perte de poids, dans des sujets parfois qu'il faut aborder ou pas, comme la vie perso. Un athlète qui vient, voilà, il y a cette compétence émotionnelle entre l'athlète et l'entraîneur. Donc, ils se connaissent, donc il arrive à voir sans qu'elle ait à lui dire, sans que l'athlète ait à dire que ça va pas. Donc, il va commencer à évoquer le sujet. Eh bien, à un moment donné, l'entraîneur, il arrive à sortir de son périmètre parce que peut-être l'athlète, il va lui parler d'un problème perso. Et que à ce moment-là, l'athlète, il a envie d'en parler, mais peut-être que dans 3 mois, il aura plus envie d'en parler. C'est ça. Et qu'il prendra mal le fait qu'il vienne le questionner sur sa relation avec sa famille, etc. Ouais.
En fait, sur le coup, ça peut paraître un peu aberrant, mais ouais, en fait, faut limite tout questionner tout le temps. Moi, je dis pas de faire ça toutes les 2 minutes, mais en tout cas, de faire des petites mises à jour et je pense que c'est comme ça qu'on peut être le plus efficace, quoi. Heu, ou garder de l'espace, en tout cas, d'échange, de manière hebdomadaire ou je sais pas, caler des créneaux pour en parler, sans forcément qu'il y ait un ordre du jour, mais rester attentif, ouais, à ces petits trucs-là ou même des fois se questionner, dire: «Est-ce que j'ai fait ça par habitude ou est-ce que j'ai fait ça parce que j'ai vraiment détecté, quelque chose qui a fait que j'ai dû agir dans ce sens-là?» Mmh. Je pense qu'il faut se questionner dans ce sens-là, mais c'est très facile à dire et je pense que c'est humain aussi et de rester dans ces fonctionnements-là, routiniers, et heureusement qu'ils y sont aussi. Il y a des automatismes, heureusement qu'ils sont là, sinon ce serait horrible Ouais, de ça te serait trop. conscientiser Ouais, tout ouais, le temps, clairement. Mais il faut juste, prendre conscience et c'est ça le plus dur, c'est de trouver le juste milieu. Il y a pas de recette mais magique, c'est pas évident. Hein. malheureusement. Ouais, C'est pas évident parce qu'à savoir à quel moment il faut le faire, pas le faire. Parce que, comme on disait tout à l'heure, c'est au milieu, c'est l'être humain, en fait. c'est L'être ça. humain, il est pas. Tu peux pas le prédire. Et en plus, surtout, ben, dans les cas des clubs, enfin même dans ton cas, t'entraînes je sais pas combien d'enfants en même temps ou d'athlètes en même temps. Bah, chacun a un fonctionnement différent, donc aussi enfin, je me mets aussi un peu à la place d'entraîneur, bah, c'est pas évident de tu as un mode de fonctionnement avec l'un, puis direct après, tu as le match de l'autre, donc faut que tu switches de mode. Enfin, Ouais. c'est c'est ça qui fait toute la particularité du statut d'entraîneur, on va dire, mais ouais, c'est la théorie, c'est ce qu'il faut faire. Après, dans les faits, je sais que Ouais, c'est c'est ça, pas mais c'est c'est pas extraordinaire parce que évident. ça montre toute la profondeur de ce qui se passe dans le sport, en fait. Mmh, Au-delà de la lutte ou du jiu-jitsu, ce qui se passe dans le sport, enfin, c'est extraordinaire. C'est-à-dire les relations humaines, les expériences qu'on peut vivre. Voilà, c'est-à-dire gérer les profondes tristesses d'entraîneurs ou d'athlètes, mmh. hein, l'un et l'autre, l'un pour l'autre, hein, parce que peut-être des fois, c'est des entraîneurs qui vont être dévastés par une défaite et puis l'athlète, c'est lui qui va venir aider son coach, quoi, son maître. Mais voilà, la gestion de la défaite, de la victoire, les blessures. Mmh. Enfin, il y a il y a beaucoup d'épreuves, en fait, C'est dans cette ça. relation-là. Et en plus, notamment dans les sports de combat, donc bah, dans mon cas, c'était la lutte, mais je pense qu'on peut généraliser certaines choses au sport de combat en général. C'est qu'il y a ces paramètres-là, ces spécificités de ces sports de combat-là, qui viennent aussi impacter la relation et les compétences émotionnelles. C'est un peu ça aussi ce qui est intéressant dans mon travail, c'est tu as parlé de la perte de poids, il y a la place des blessures aussi. Et ça, c'est des particularités de la discipline qui sont à prendre en compte parce qu'en fait, quand tu as la perte de poids, mais les émotions sont décuplées et ton corps fonctionne différemment. Et en fait, il faut faire super attention à ça parce que pareil, tu as des réactions qui peuvent être pas habituelles. Il faut savoir comment les gérer, savoir comment tu vas fonctionner. Pour peut-être les premières pertes de poids, ça doit pas être évident. Donc, j'ai pas fait tout un détail là-dessus, mais en tout cas, je sais que ça peut avoir une place et que c'est pas évident à gérer parce que il y a des contraintes organisationnelles à ça. Tu rentres dans une catégorie de poids, donc du coup, tu vas concourir contre telle ou telle personne, etc. Et en même temps, bah, tu dois gérer ton régime. Et en même temps, bah, tu dois être performant, mais tu peux pas tout faire en même temps parfois. Mm. Et donc, ton corps ouais, fonctionne différemment à ce moment-là. Puis il y a la pression de l'enjeu aussi. Donc, ouais, ça fait beaucoup de choses Ouais, ouais, à gérer au même moment. c'est Tu clair, vois. c'est clair. Et puis, même quand tu le mets aussi en parallèle dans les résultats de la thèse, c'est beaucoup de choses à gérer dans des moments très spécifiques. C'est-à-dire Mm. avant le match, pendant le match, en cas de défaite, en cas de victoire, en fonction de la frustration de l'athlète. Donc, au-delà de toutes ces règles générales qu'on a citées depuis le début, il y a aussi la spécificité et l'aspect très unique Ouais, du moment dans lequel ces échanges ils arrivent, en fait. c'est ça. Et après, bah, du coup, ça, c'était vraiment un point central de ma thèse, de par la méthode que j'ai utilisée, donc des entretiens d'explicitation, où tu reviens vraiment sur un moment très particulier. C'est ça un peu l'originalité aussi de mon travail, c'est de revenir sur ces moments-là spécifiques et de comprendre qu'est-ce que tu cherchais à faire à ce moment-là, comment tu as agi, mais qu'est-ce que tu as perçu dans ton environnement. Euh, Si tu as agi comme ça, bah, c'est grâce à quelle connaissance aussi que tu as pu agir dans ce sens-là. Qu'est-ce que tu as sollicité de ton expérience passée pour pouvoir agir. Donc, c'est ouais, des micro-moments presque où il y a trop de choses qui se passent et sans revenir avec un entretien dessus, tu pourrais jamais C'est penser à ça. tout ça, quoi. Vraiment, vraiment, j'ai encore le tableau devant les yeux, c'est extraordinaire. C'est-à-dire, l'entraîneur, il dit, elle était quand même en doute, elle était en crainte. Et en face, donc l'athlète, dans son entretien, il te dit, à un moment, il a senti que j'avais un peu de doute. Ouais. Alors Donc, qu'elle essaye de faire genre que tout va bien, tu mais vois, non. c'est extraordinaire. C'est-à-dire, il y a vraiment des relations qui dépassent le vocalisé entre eux. Ouais. Par exemple, il dit, je veux pas lui transmettre de la crainte. Si je lui transmets, là, c'est sûr elle faisait pas championne de France. Ouais. Et elle te dit, enfin, ou lui d'ailleurs, parce que on ne sait pas si c'est l'athlète femme ou homme qui répond, mais dans son regard, j'ai senti qu'au fond de lui, il pensait que j'allais gagner. Ouais. Et c'est ça qui l'a
c'est extraordinaire. Enfin, moi, ça me passionne. Je trouve ça vraiment, c'est de la communication non verbale, non vocalisée. C'est peut-être même pas non verbal. Enfin, ça, en fait, c'est même du coup les compétences émotionnelles, comme on en parlait tout à l'heure, c'est que tu vois, l'entraîneur, il a perçu, lui à l'intérieur, qu'il ressentait du doute. Donc déjà, il a identifié son émotion. Ensuite, il a aussi identifié l'émotion de son athlète. Donc du coup, il a géré sa propre émotion pour en induire une chez l'athlète. Et l'athlète, elle identifie cette émotion modifiée, tu vois. Enfin, je sais pas si verbalement, quand je l'explique, c'est évident, mais schématiquement, il y a des liens qui peuvent se faire et tu vois toutes ces différentes compétences qui sont sollicitées à ce moment-là. Qu'est-ce que tu exprimes et aussi la place comme tu l'as dit, du regard, où je trouve que ça, il y a plusieurs cas dans ma thèse où ça s'est mis en avant. Ça, voilà, j'ai pas pu plus creuser que ça, mais en tout cas, le regard, il a une place super importante dans cette communication d'émotions, on va dire. Et ça m'interpelle et je sais pas si je pourrais plus creuser là-dessus, mais je trouve ça super important de voir que ça se joue même pas forcément dans des gestes, mais c'est ça, dans un regard. Quoi. Ouais. Et je pense même des fois dans des ressentis. Ouais. En fait, tu vois. Et c'est donc là, parce que toi, ton étude, elle concernait donc des athlètes adultes. Est-ce que toi, tu penses que ce que tu as tiré comme conclusion, ce que tu as vu comme constat dans cette thèse-là avec des adultes, ça s'applique aussi sur des enfants? Donc, quand on parle d'enfants, on parle d'enfants de 8 à 15, 16 ans. Je pense que de manière générale, oui. Parce que. Enfin, oui et non. Parce que ça dépend un peu, je pense, de la durée de la relation. Limite. Tu peux avoir des enfants, mais avoir une relation qui dure depuis des années et des années. Donc au final, vous avez ce truc-là de chercher à vous comprendre, de voir comment vous fonctionnez, etc. Après, il y a la dimension un peu plus peut-être pédagogique ou éducative que moi, du coup, je ne soulève pas dans mon travail, de par les participants, et qui est intéressant, je pense, intéressante à creuser. L'entraîneur, il a une très grande place dans la construction de l'athlète et ses comportements, surtout dans les phases de développement de l'athlète, ils vont avoir un impact direct sur comment l'athlète il va percevoir les choses. C'est super important. Et j'avais vu dans des travaux dans ma revue littérature que, en fait, chez les jeunes, ils vont avoir tendance à, ou même des athlètes plus vieilles, ils voient leurs premiers entraîneurs de leur carrière comme leurs meilleurs entraîneurs. Et ça aussi, ça se voit dans certains de mes résultats dans ma première étude, où on voit une place super importante des entraîneurs de club et des premiers entraîneurs des athlètes. Et ça, on voit vraiment que ça les constitue et que ça constitue leur vision des choses. Et que ces premiers entraîneurs-là, alors est-ce que c'est factuel, enfin est-ce que c'est véridique, je sais pas, mais en tout cas, eux, ils le percevaient comme ça, les athlètes, que ces premiers entraîneurs-là et ces entraîneurs de club, ils étaient vraiment dans cette dimension relationnelle, cette proximité de prendre en compte l'être humain, de s'intéresser, ils étaient super pédagogues, ils étaient très présents, ils prenaient des nouvelles en dehors du terrain, ils les prenaient vraiment en compte comme des êtres humains, ils prenaient en compte les problématiques qu'ils pouvaient avoir en dehors du sport et vraiment cette relation, elle les a vraiment presque matrixés, j'ai envie de dire, et les impactés positivement. En tout cas, ça leur a donné un modèle de relation incroyable, mais sauf que du coup, quand tu montes au niveau, il est de moins en moins présent, ce modèle-là. Mais en tout cas, je trouve que ça révèle que les premières relations que vivent les athlètes, du coup, ce que vivent les enfants, est vraiment constitutif de leur parcours sportif, je pense. Une très grosse place. Ça révèle aussi que, c'est vrai, que plus on monte dans les enjeux de résultats et de compétitivité, plus la relation humaine, il y a une vase communicante entre les deux. On ne dit pas que quand il y a de la compétition, il n'y a plus de relations humaines. Non, mais forcément, les enjeux de résultats, parfois, ils viennent re-questionner certains automatismes ou certaines habitudes qu'on a dans nos relations humaines. Pour un coach qui cherche des résultats, sur lesquels il y a des enjeux. Donc, il y a aussi une vase communicante entre les deux où la performance, elle va parfois faire entacher un peu tout ça. C'est ça. Et que quand il n'y a pas de performance, on peut beaucoup plus s'ouvrir sur la compréhension, sur voir d'autres aspects que celui du résultat, etc. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et tout à l'heure, tu disais quelque chose, et je trouve ça intéressant. Tu as parlé de relations un peu paternalistes entre les coachs et les athlètes. Tout au long du podcast, en fait, on parle de construire des relations et de comprendre la personne qui est en face de nous. Et moi, ce que ça m'évoque, en tout cas, c'est que est-ce que c'est autre chose que la relation d'un père avec son fils ou d'une mère avec sa fille ou une mère avec son fils? C'est-à-dire, ce qui est attendu d'un coach envers un athlète, c'est aussi ce qui est attendu d'un père envers sa fille ou d'un père envers son fils. La compétence émotionnelle, l'intelligence émotionnelle, comprendre, savoir vocaliser ou pas. Enfin, vraiment, c'est au fur et à mesure du podcast, je me dis, mais ça, pour moi, c'est une méthodologie en fait globale.
que même voilà, les papas et les mamans qui nous écoutent aujourd'hui, qui ne sont pas dans le sport, qui ne sont pas coachs, c'est une méthodologie aussi. C'est ça. Cette thèse-là, elle vient nous expliquer comment l'être humain il fonctionne, parce qu'au milieu de tout ça, c'est des êtres humains qui cherchent à être champions ou pas. Moi, je suis persuadé que la relation entraîneur-adulte, elle construit l'enfant. Ouais. Elle construit l'athlète. Alors, un adulte, il est déjà construit, alors ça peut faire bouger un peu ses lignes, mais pour un enfant, par exemple, ça le construit. C'est ça. Donc, moi, je vois clairement la relation parent-enfant. Je ne sais pas ce que tu en penses. Moi, je suis d'accord avec toi. Je pense vraiment que, voilà, comme on avait dit, il y avait cette grosse place éducative. Tu transmets en plus, le sport, on sait que ça transmet plein de valeurs, ça transmet un fonctionnement, un rythme de vie, même parfois une hygiène, et ça construit même ta vision des choses, en fait, en tant qu'individu. Donc, je pense que oui, surtout chez les plus jeunes, ça doit vachement se voir. Après, je pense qu'il faut pareil arriver à placer le curseur au bon endroit. En tant qu'entraîneur, je pense qu'une des meilleures stratégies à adopter, c'est de rendre l'athlète autonome et de ne pas le rendre dépendant. Après, ça, c'est encore un autre sujet. Ouais. Il y a plein de types de leadership d'entraîneurs, on va dire, et de comportements d'entraîneurs qui existent et qui sont plus ou moins fonctionnels. Ça dépend un peu de, pareil, comment ça match entre les attentes de l'un et les attentes de la situation et les comportements réels de l'entraîneur. Mais je pense que c'est important d'avoir conscience, voilà, qu'on a peut-être ce rôle un peu parental. Et dans un sens, c'est très bien avec des enfants d'être comme ça. Mais dans un sens, il faut aussi garder en tête de rendre l'enfant autonome et du coup de l'impliquer dans certaines décisions, dans certains choix, ou de l'aider à comprendre ce qui se passe. Il y a des trucs que tu vas devoir imposer, tu n'as pas le choix en tant qu'entraîneur, mais il y a des trucs aussi que tu peux expliquer. Même si tu l'imposes, tu peux l'expliquer. Et des fois, tu peux aussi prendre en compte l'avis de l'enfant. Même si c'est un enfant, il a sa vision et son avis peut être valable. Et je pense des fois qu'on leur donne peut-être pas assez la parole là-dessus. Et c'est valable, ça peut changer de toute façon. Ça, par contre, ça peut beaucoup changer en peu de temps, je pense. Donc pareil, ce besoin de re-questionner tout le temps se représente là aussi. Mais pour moi, même dans la relation parent-enfant, hein, ce que tu viens de dire, pour moi, ça s'applique même dans la relation parent-enfant. Ouais. Un père, il n'est pas seulement là pour faire plaisir à ses enfants, il est aussi là pour les éduquer. Une mère, elle n'est pas là que pour être gentille avec ses enfants et leur donner tout ce qu'ils veulent. Elle est là aussi pour leur apprendre la vie, le sacrifice, de se donner les moyens, de parfois se priver. Enfin, voilà. Ouais. Vraiment, moi, ça m'a marqué. Je partage avec tout le monde comme ça, mais ça m'a marqué. On a discuté en off de tout ça, mais j'ai eu, voilà, je l'ai vraiment ressenti. Plus on a creusé le sujet dans les deux sens. C'est-à-dire voilà, à partir du moment où on encadre des êtres humains, en fait, il y a tous ces paramètres à prendre en compte. Ouais. Voilà. L'intelligence émotionnelle, comment il ressent, qu'est-ce qu'il voit de moi, qu'est-ce qu'il comprend de moi, qu'est-ce que moi je comprends de lui, est-ce que je comprends bien. Parce que tout ça, c'est des enchaînements, en fait, de réactions. Ouais. Et si au départ le constat il est mauvais, les réactions ne seront pas appropriées. Et chez des parents comme chez des athlètes. Quoi. Ouais. Et même du coup, l'aspect double sens de la relation, tu en disais que c'était pas que descendant, c'est pas de l'entraîneur vers l'athlète, c'est aussi de l'athlète vers l'entraîneur. Mais je pense que c'est vraiment ça qu'il faut garder en tête tout le temps. C'est que je pense qu'en tant qu'entraîneur, tu as aussi plein de trucs à apprendre de tes athlètes. Peut-être j'enfonce une porte ouverte en disant ça, mais je pense vraiment qu'il faut rester attentif à qu'est-ce que mon athlète il peut m'apporter aussi. Et il a le droit de faire des choix. Ça peut orienter toi ton comportement et tes actions en tant qu'entraîneur pour un certain temps ou peut-être de manière plus longue. Mais c'est à considérer. Voilà, ça va toujours dans ces deux sens-là. Et voilà, même si il y a toujours un peu ce truc de hiérarchie, malheureusement, parce que c'est une relation avec des jeunes et que tu peux pas les laisser décider de tout, mais leur retour est tout aussi important et construit la relation. Il y en a besoin. On a toujours besoin d'avoir une hiérarchie. Je pense, l'être humain, on est comme ça, en fait. Il y a toujours besoin d'avoir un exemple ou une référence qu'on va hiérarchiser. Alors, voilà, s'il me dit quelque chose, c'est que c'est plutôt comme ça qu'il faut faire, mais j'ai le droit de penser autrement. Ouais. Moi, c'est ce que tu dis, ça me fait penser à des discussions qu'on a eues avec les membres de l'équipe, avec les enfants. En fait, nous, on a appris nos athlètes, on a appris d'enfants, on n'a pas appris de champions, on a appris d'enfants de 8, 9 ans, 10 ans, 12 ans. Où on s'est assis, on s'est dit, non, là, faut qu'on revoie ça, C'est trop bien. Ouais. Et c'est des enfants qui nous ont appris ça. Et c'est-à-dire qu'après, tu vois, on peut apprendre de tout le monde. C'est ça aussi qu'on apprend là, c'est qu'on peut apprendre de tout le monde et que chacun il a sa plus-value, chacun il a ses qualités, chacun il a ses défauts. Et les relations entraîneur-athlète, pour revenir sur notre sujet, c'est aussi ça, c'est très spécifique. Tout à l'heure, tu parlais de certaines relations. Je parlais récemment avec un entraîneur, il me disait, moi, mon athlète, si je suis pas dans son coin, elle performe pas. Elle lui a dit, si t'es pas là, moi, j'arrive pas. Ah ouais, voilà, c'est tu vois, ouais, et non, mais il a pas voulu. Tu vois, mais ça s'est créé comme ça, en fait.
Et en même temps, je trouve ça super beau. Parce que ça montre qu'il y a des relations qui sont extrêmement sincères et qui sont extrêmement profondes et entre des athlètes et des coachs. Et encore une fois, on ne parle pas d'athlètes là qui font les championnats du monde. On parle d'athlètes qui, voilà, ils aiment le jiu-jitsu, ils viennent au jiu-jitsu et ils développent des vraies relations, de vrais soutiens psychologiques. Ils ont des gens à qui ils savent que s'ils ont un problème, ils peuvent venir te toquer dans leur bureau et ils vont pas leur dire ouais, j'arrive pas à faire la technique. Ils vont leur dire j'ai un problème, j'ai des problèmes à l'école, on se moque de moi, etc., etc. Tu vois. Et voilà, c'est pour ça que moi, ce sujet de la relation entraîneur-athlète, il m'a vraiment extrêmement intéressé. Et, encore une fois, je te remercie vraiment d'avoir pris le temps de venir en parler avec nous. J'espère que vous qui avez écouté aussi ce podcast jusqu'au bout, ça vous a parlé, vraiment, que ça puisse vous apporter, parce que c'est ce qu'on essaie de traiter dans notre podcast, c'est vraiment avoir des thématiques et des sujets qui nous profitent dans la vie. Quand on parle d'impact social, c'est de ça dont on parle. Qu'est-ce que le sport il peut apporter à nos enfants et à nous-mêmes, parce que, encore une fois, dans la relation entraîneur-athlète, c'est les deux. Et bien dans la vie, c'est les deux aussi. C'est les enfants, les adultes, les cadres, les employés. Non, mais c'est vrai, hein, je veux dire, voilà, on est une société, on est tous ensemble, donc forcément, tout ce qu'on fait, ça a des relations sur les autres. Et voilà, donc je suis très, très, très content en tout cas qu'on ait pu faire cet échange, Sophie. Merci beaucoup. Merci à toi. La suite pour toi, c'est donc tu continues à accompagner en préparation mentale. Ouais. Donc, est-ce que tu accompagnes juste des sportifs? Est-ce que tu accompagnes des fédés? Dans quel cadre est-ce que tu proposes cet accompagnement? Non, c'est vraiment de l'individuel pour l'instant. Des athlètes, il y a du haut niveau comme des niveaux amateurs. Pas beaucoup parce que du coup, la thèse, il faut quand même que je finisse. Ça va me prendre quand même pas mal de temps. Mais ouais, je fais quelques accompagnements individuels là-dessus. Après, ça peut évoluer à l'avenir. Avec des accompagnements plus au niveau club, même c'est possible de faire des accompagnements collectifs, tu vois, sur des équipes de sport co par exemple, des choses comme ça. Top. Et après, au niveau fédéral, c'est encore autre chose, et ça on verra à l'avenir. Mais c'est quelque chose que tu veux faire, pouvoir encadrer des clubs par exemple sur poser des cadres sur la relation entraîneur-athlète, pouvoir orienter, former en fait à tout ça. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu Ouais, ça c'est un truc qui m'intéresse, ou après avoir quel format ça peut prendre, mais où tu vois, rien que là, quand on s'est rencontrés sur la formation que tu as faite sur le brevet fédéral, ça c'est super, c'est des trucs super intéressants et que j'ai envie de poursuivre aussi, parce que sensibiliser les gens à cette thématique-là de la préparation mentale, c'est super important, et d'autant plus sur mon sujet de thèse, ça me plaît trop, quoi. Ouais, non, trop intéressant. Et donc là, tu soutiens ta thèse fin 2024, donc bon courage à toi. On espère que ça sera que de la réussite. Et donc, pour ceux qui voudraient te contacter, ils peuvent te contacter directement sur les réseaux, Instagram. Ouais, voilà, sur Instagram, Sophiebar _. Sinon, sur LinkedIn aussi, je suis pas très active, mais ouais, le plus facile, c'est de me contacter. Pas de site internet encore? Non, pas encore. Ça va venir? Obligé. Hein. On va faire en sorte, ouais. Ok, de toute façon, on mettra tous les contacts qu'on a te concernant dans la description de ce podcast. Comme ça, si voilà, vous qui avez écouté, vous êtes intéressé, vous la contactez, vous avez des questions, vous voulez faire appel à ces talents de préparatrice mentale ou de coach entraîneur-athlète, vous pourrez la contacter. Et puis voilà. Donc n'hésitez pas à nous dire c'est les prochains sujets que vous voulez qu'on traite dans nos podcasts. Et donc pour louper aucun podcast, donc n'oubliez pas d'aller sur vlbteam.fr/newsletter pour vous abonner à la newsletter et qu'on vous envoie un petit message dès qu'il y a un nouveau podcast qui sort. Et puis je vous dis donc à très vite. On reste sur notre cycle d'un podcast par mois, donc je vous dis au mois prochain. Et Sophie, merci encore beaucoup et bonne continuation à toi. Merci beaucoup, c'était super.